que son métier consiste à tuer des bébés. L'investisseur le plus redouté au monde. Ce type est en réalité un terroriste financier. Paul Singer. Paul Singer. Paul Singer. Chanteur, chanteur, chanté. Et pourtant, ce milliardaire américain n'est pas un nom connu du grand public. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Paul Singer, mais à Washington, il est aussi célèbre qu'une rockstar. Il a beaucoup de pouvoir parce que c'est un multimilliardaire qui influence d'autres milliardaires. C'est le chef de la bande. C'est lui qui leur dit où dépenser leur argent. Alors, comment l'une des personnes les plus influentes et les mieux connectées d'Amérique reste-t-elle dans l'ombre ? C'est aussi quelqu'un qui essaye de se présenter comme une personne modérée. À Washington, il est craint, à Wall Street, il est célébré, et à huis clos, c'est un mégalomane incontrôlable. Voici l'histoire de l'investisseur le plus agressif du monde et du nombre de personnes qui sont réellement mortes par sa faute. Pour fournir des informations exclusives sur l'histoire folle de Paul Singer, nous avons interviewé Greg Palast, un homme qui suit le milliardaire new-yorkais depuis des décennies. Et si vous allez couvrir le crime en entreprise, vous allez tomber sur Paul Singer, qui a compris que les meilleurs crimes sont ceux que vous rendez légaux. C'est un homme vraiment brillant, je ne vais pas lui enlever ça, mais quelle terrible façon d'utiliser son intelligence. Je m'appelle Greg Palast, je suis journaliste d'investigation, comme vous pouvez le voir à mon chapeau, un journaliste à l'ancienne façon détective. J'étais détective avant et j'ai travaillé pour la British Broadcasting Corporation à la télévision, pour le journal The Guardian en Angleterre, puis aux États-Unis pour les magazines The Nation et Rolling Stone. Le capitaine Pablo Lucio Salogno est effrayé. Il est piégé sur son propre navire, non pas par des ennemis, non pas par la guerre, mais par une décision de justice en Afrique de l'Ouest. Les ordres sont clairs, si vous descendez du navire, vous serez arrêté. L'Armada de la République Argentina Libertad, son navire, la fierté de l'Argentine, un navire de guerre souverain, ne va nulle part. Il a été saisi au Ghana. Exactement, et nous allons essayer de revoir qui est Paul Singer parce que ce n'est pas un nouveau personnage dans cette affaire. Mais attends, le Ghana, quel différent le Ghana pourrait-il avoir avec l'Argentine ? Ils n'ont ni frontières communes, ni histoire partagée, et ne sont pas des superpuissances. Mais ce n'est pas le tribunal ghanéen qui prend les décisions. En fait, le tribunal n'est que la partie visible. La pression réelle vient de ceux qui ont plus de moyens. Les documents indiquent les îles Caïmans. Un fonds spéculatif tire les ficelles. Derrière tout ça, un milliardaire new-yorkais a la mémoire longue et a l'influence encore plus grande. Le capitaine Pablo Lucio Salogno ne peut pas quitter son navire à cause d'un seul homme, Paul Singer. Cette histoire ne concerne ni le Ghana ni l'Argentine, elle concerne un homme qui traite les nations souveraines comme des clients en retard de paiement. Un homme obsédé par le fait de récupérer ce qu'il pense lui appartenir. Car dans son monde, l'argent n'est pas une influence, c'est le pouvoir. L'argent contrôle le pouvoir, et cet homme vous donne un aperçu de la façon dont cela s'est produit. Alors, qui est réellement Paul Singer ? Je pense que c'est un homme du passé, et je pense que les politiques et les opinions et même la façon dont il a gagné de l'argent, font partie de ce qui s'est passé et de ce qui ne va pas dans notre économie depuis 40 ans. Paul Singer est né dans une famille juive à Teaneck, dans le New Jersey, en 1944. Son père possède une pharmacie locale, sa mère reste à la maison. Les Singer n'étaient pas extrêmement riches, mais ils ne manquaient ensuite de rien non plus. Paul poursuit des études de psychologie à l'université de Rochester, puis de droit à Harvard. Son premier emploi ? Avocat en logement chez Donaldson, Lufkin et Jean Rett, une banque d'investissement moyenne. Ce n'est pas prestigieux, mais ça paie.
Il consacre son temps à des procès immobiliers ordinaires. Mais il remarque quelque chose. Formé comme avocat, il devient fasciné par les faillites et l'art de la guerre juridique. Il se rend compte que le système judiciaire est un champ de bataille. Parfait pour manipuler ces situations de faillite et gagner beaucoup d'argent ainsi. Sinjé commence à voir ces cas de détresse non pas comme des théories, ni comme des histoires de redressement, mais comme des opportunités. La salle d'audience n'est pas seulement l'endroit où les différends se règlent, c'est aussi là que des fortunes se font, si vous comprenez comment faire pencher le système. Tout commence ici. Les racines d'une philosophie financière qui ne le rendra pas seulement riche, mais aussi redouté. Car pour geler un navire de guerre d'une marine souveraine à l'autre bout du monde, il faut plus que du capital, il faut une guerre juridique de précision, il faut une stratégie légale que la plupart des gouvernements ne peuvent pas égaler. C'est un homme vraiment brillant, je ne vais pas lui enlever ça, mais quelle terrible façon d'utiliser son intelligence. Au fil des années, Singer adopte diverses tactiques agressives. Il ne combat pas que dans les tribunaux. Il chasse dans l'ombre. Il engage même des détectives privés pour enquêter sur la vie privée de ses adversaires. Elliott a déjà eu recours à des détectives privés. Des rumeurs suggèrent que des sociétés comme Elliott Management embauchent d'anciens agents de la CIA et du Mossad pour extraire des informations compromettantes de sources publiques et parfois privées. Préparer essentiellement des dossiers de chantage qui rappellent discrètement aux adversaires que leurs affaires privées pourraient être révélées à tout moment. Il essayait d'utiliser des informations personnelles et privées sur moi pour me détruire et me faire quitter l'antenne. Nous reviendrons bientôt à cette partie de l'histoire, elle mérite son propre moment. Pour l'instant, sachez ceci. Certaines stratégies de Singer étaient si agressives qu'elles ont été interdites. Le Royaume-Uni a totalement interdit l'une de ses principales tactiques. Ce n'est qu'aux années 1990 que l'obsession juridique de Singer et sa passion pour l'escalade évoluent. Un siège financier comme le monde n'en a jamais vu. Paul Singer est à un carrefour. Pendant des années, Paul Singer a travaillé dans la même banque d'investissement. Selon les témoignages, il était un avocat compétent, mais il trouvait le droit des affaires trop passif. Les transactions se concluent ou échouent, peu importe les efforts qu'il consacre au contrat. Sinjé veut plus qu'un simple poste de bureau d'avocat. En 1977, Paul Singer quitte le droit et crée son entreprise. Un petit fonds spéculatif créé depuis un bureau dans une chambre avec 1 300 000 $ réunis auprès d'amis et de la famille. C'est suffisant pour faire ce que la plupart des gens n'imaginent même pas. Commencer à gérer l'argent des autres avant même d'être soi-même riche. Il le nomme d'après son second prénom, Elliott. Cela semble anodin pour l'instant, mais cela va bientôt changer. Les fonds spéculatifs ne conviennent pas à tous. Ce sont des fonds privés réservés aux riches, conçus pour prendre des risques de façon imprudente et viser des rendements énormes, et ils fonctionnent avec moins de règles. C'est le Far West de la finance. Un monde où l'agressivité n'est pas punie mais récompensée, et bientôt le terrain de jeu de Paul Singer et de sa société Elliott Management. Dès les débuts, la société de Singer se distingue. Elliott a vraiment montré une capacité à gagner de l'argent quand tout le monde en perd, et c'est extrêmement attractif pour de nombreux investisseurs. Si vous placez votre argent chez Elliott, il est très peu probable que vous en perdiez simplement parce qu'Elliott, historiquement, n'a pas laissé cela arriver. Elliott Management rencontre un grand succès avec l'investissement activiste. Activiste ? Pas ce type d'activiste. Bien que Paul Singer fasse ça aussi, on y reviendra. Mais il est aussi un activiste d'une manière, disons, différente. En finance, l'activisme ne consiste pas à manifester. Il s'agit de prendre le contrôle. Et à part Paul Singer, personne ne représente cela mieux que Carly Kahn, un homme dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne. Motorola illustre parfaitement la méthode de Carly Kahn. Il sélectionne une entreprise qu'il juge mal gérée et dont l'action est sous-évaluée. Il y a 2 ans, il a commencé à acheter des millions d'actions de Motorola. Maintenant, il contrôle plus d'1 milliard de dollars en actions. Comme il le fait habituellement, il a commencé à faire des exigences pour faire remonter le cours de l'action qui déclinait.
Premièrement, limoger le président directeur général. Cela s'est produit en décembre. Ensuite, il faut démanteler l'entreprise. Son objectif est toujours le même, engranger un gros profit pour lui-même. Pourquoi tout le monde dit que tu es l'homme que tout le monde adore détester? Adorer détester, eh bien tu blesses mes sentiments. Cette étiquette vient de son approche impitoyable des rachats d'entreprises. Prenons 1984, lorsque Carl Icahn a acheté American Car and Foundry Industries, une entreprise de fabrication de wagons, sa première décision. Comment me débarrasser de 12 étages de personnel? Je me suis alors demandé comment faire. Ce n'était pas qu'un simple fantasme. Carl Icahn l'a vraiment fait, en licenciant 12 étages d'employés en un instant. Et sans aucun signe de remords. Maintenant, imagine qu'il n'y a qu'un seul gars considéré comme plus extrême que Carl Icahn. C'est Paul Singer. Et on les appelle des activistes parce qu'ils essaient de provoquer un changement dans une entreprise, mais ils le font de manière très active. Contrairement à l'investisseur moyen qui attend la hausse de ses actions, les activistes cherchent à agir. On les appelait jadis des prédateurs d'entreprise. Ça semble technique, mais c'est personnel. Imaginez que vous ouvrez une pizzeria de quartier. Un ami investit dans votre boutique. La prochaine chose que vous savez, il exige une nouvelle recette de sauce, licencie votre cousin et fait venir son ancien colocataire de l'université pour gérer les opérations. Tout ça parce qu'il possède 20% de votre entreprise. C'est de l'investissement activiste. Dans la vraie vie, il ne s'agit pas de pizza. Dans la vraie vie, il s'agit de sociétés valant des milliards de dollars et Paul Singer va encore plus loin. C'est lui le danger. Paul Singer n'est pas du genre à frapper à la porte. Il défonce la porte. Il ne fait pas que mettre la pression sur les présidents directeurs généraux, il s'impose aussi directement en conseil d'administration. Elliott exige des sièges au conseil, oppose son veto aux fusions, force des changements de stratégie, tout cela sans jamais diriger officiellement l'entreprise. C'est un contrôle furtif. Le pouvoir d'influencer sans en avoir le titre. Diriger une entreprise sans en créer. Mais souvent, tout ramène à l'exemple de la pizzeria. Achetez-en une autre. Développez-la. Transformez-la en boulangerie, puis licenciez les milliers de personnes qui faisaient la pâte à la main. Il y a en eux une profonde méchanceté indifférente. Ils se moquent complètement de ce qui arrive aux autres. Et ils sont prêts à tout pour gagner de l'argent, peu importe qui vit ou qui meurt. Elliott Management de Paul Singer excelle dans ce domaine. Elliott est probablement considéré comme le plus grand. En fait, ils sont définitivement considérés comme les plus grands et les plus redoutables des investisseurs activistes. Nul n'est plus grand ou actif qu'eux, ce sont les investisseurs activistes les plus dynamiques. Elliott était mondial, ils ont mené leur activisme en Europe, en Asie. Personne n'a vraiment développé leur stratégie. Vous savez, développer la stratégie activiste aussi bien qu'Elliott l'a fait. Aucune entreprise n'est à l'abri d'Elliott. Et c'est extrêmement intimidant pour les entreprises. Elliott gagne en général quand il cible une entreprise. Même quand il ne gagne pas, il sème le chaos. Presque personne n'essaie de nous résister. Presque personne. Paul Singer est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Et si cela signifie faire tomber toute une ville américaine ou s'opposer à des ouvriers d'usine mourants, alors qu'il en soit ainsi. Des milliers d'ouvriers meurent lentement, étouffés. Ils ont passé des décennies à construire l'Amérique, à isoler ses maisons, à entourer ses tuyaux, gagnant juste assez pour élever une famille. Mais ils ne savaient pas que chaque respiration prise au travail pouvait les tuer. L'amiante n'agit pas rapidement, elle attend. Elle s'installe dans la paroi de vos poumons et quand elle se manifeste enfin, il est déjà trop tard. L'entreprise responsable ? Owens Corning, un géant des matériaux de construction, l'entreprise est submergée par des procès liés à l'amiante. Les hommes qu'elle a discrètement empoisonnés pendant des décennies réclament une indemnisation, espérant toucher un dédommagement avant qu'il ne soit trop tard. Des milliards de dettes, suffisamment pour pousser Owens Corning à la faillite. Et c'est à ce moment-là que Paul Singer arrive, non pas pour sauver l'entreprise, ni
ni pour aider les mourants à obtenir leur indemnisation, mais pour se lancer dans une offensive juridique sans précédent. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé les tribunaux de faillite. Paul Singer a racheté des entreprises qui allaient faire faillite ou qui étaient déjà en faillite. Et il les a achetées pour presque rien, parce que ces entreprises étaient en faillite à cause de leurs dettes envers leurs employés mourants de l'amiante, à qui elles devaient de l'argent pour leurs médicaments et leurs soins. Et Singer s'est rendu compte, d'autres l'avaient compris, mais n'allaient pas en profiter, qu'en vertu de la loi américaine sur les faillites, on peut éliminer les poursuites judiciaires, y compris celles de ses employés mourants. Alors, il en a profité. Elliott a saisi l'opportunité. Il rachète la dette bancaire de l'entreprise pour une bouchée de pain, puis lance sa croisade. C'est là que brille tout le génie de Singer. Ses avocats tentent de réduire ce que l'entreprise doit à ses victimes. Retirer de l'argent à des personnes mourantes, privées d'air et incapables de respirer est une façon atroce de mourir. Ils financent dans ça des recherches minimisant le rôle de l'amiante dans la maladie des travailleurs et ont aussi fait pression sur le Congrès pour limiter les réclamations des mourants. En coulisses, ils financent une campagne de relations publiques pour discréditer les mourants, les présentant comme des fraudeurs qui simulent leur maladie. Et il a mené une campagne publique disant que toutes ces personnes étaient des imposteurs. Et il a obtenu que certains médecins disent « Oh, ce sont tous des imposteurs. Ils mentent tous. C'est absurde. » Et il a même obtenu que George W. Bush soutienne sa position et promeuve l'idée que ces ouvriers exposés à l'amiante simulaient leur mort, simulaient leur suffocation, qu'ils n'arrivaient pas à respirer. Mais, vous savez, on peut le voir. Il faut comprendre que ce n'est pas une maladie mystérieuse. On le voit, on peut le voir sur une radiographie. Vous savez, donc l'idée que ces gars faisaient semblant, c'était vraiment moche, mais ils comprenaient la puissance de la protection politique. Et ça marche, les indemnisations baissent et les profits de Singer augmentent. Un journaliste l'a dit mieux que personne. Mais ce ne sont pas seulement les mourants qui en perdent le prix. Parfois, ce sont des villes entières. Avant l'arrivée de Paul Singer, c'est l'un des derniers endroits prospères de l'Amérique, des petites villes, le genre d'endroit que les politiciens promettent toujours de protéger. Le cœur battant de Sydney, Cabela's, détaillant d'articles de plein air très appréciés et bien implantés localement. Elliott sent l'opportunité. En décembre 2015, le fonds spéculatif basé à New York achète une participation de 11%. Pas pour développer ni améliorer l'entreprise, le plan de Singer est de pousser le conseil à la vendre. Craignant un conflit long et coûteux avec Singer, la direction de Cabela's a annoncé rechercher un acheteur. À ce moment-là, l'entreprise de vente au détail de plein air se portait bien, aucun signe de problème, aucun besoin immédiat de vendre. Mais Singer ne se souciait pas de la santé de l'entreprise. Il voulait réaliser un gros profit et du soutien allait bientôt arriver. Environ un an après l'implication de Singer, Bass Pro Shops frappe à la porte. La marque emblématique met environ 5 milliards de dollars sur la table pour racheter Cabela's. Peu de temps après, Singer obtient ce qu'il veut. Deux grands noms de l'équipement de plein air fusionnent. Bass Pro Shops rachète Cabela's dans un accord de 5,5 milliards de dollars annoncé aujourd'hui. Le cours de l'action de Cabela's s'envole après l'annonce et Singer est prêt à encaisser. En une semaine, Paul Singer a encaissé. Il avait acheté l'action à 38 $ et l'a revendue à 63 $. Son fonds spéculatif a gagné au moins 90 millions de dollars immédiatement, probablement plus par la suite. Contrairement à Singer, Sydney n'a pas reçu les 90 millions de dollars. À la place, ils ont été condamnés à mort. Le siège de Cabela's a fermé ses portes. La chute du plus grand employeur de la ville déclenche une spirale infernale. Des milliers d'emplois disparaissent, la valeur des maisons s'effondre, des centaines de saisies immobilières, et en un clin d'œil, une ville rurale prospère devient une nouvelle victime de la machine à profit invisible d'Elliott. Mais Singer n'est pas du genre à ralentir après une victoire. Il se déplace comme un virus, passant d'une opportunité à l'autre, d'un champ de bataille à l'autre. Et à l'autre bout du monde, un autre combat se prépare. Mais cette fois, c'est toute une démocratie qui est en jeu.
Des manifestations de masse éclatent en Corée du Sud. L'enquête pour corruption inclut désormais la présidente. La fusion de Samsung est au centre de la controverse. Juin 2015, une nation commence-t-elle à se fracturer? Que s'est-il passé? Et quel est le rapport avec Paul Singer? Pour comprendre, il faut commencer au sein de la dynastie la plus puissante de Corée du Sud, Samsung. La famille Lila qui contrôle Samsung veut renforcer son emprise. Pour cela, il propose l'idée de fusionner deux entreprises de Samsung, Shale Industries et Samsung C et T. Mais il y a un hic. Les conditions de la fusion avantagent la famille, écrasant les actionnaires minoritaires. Mais quelqu'un surveille. Elliott Management fait partie des actionnaires. Et comme vous le savez maintenant, Paul Singer n'est pas du genre à se faire écraser. C'est lui le rouleau compresseur. Il repère le déséquilibre et passe à l'action. Bien que son fonds ne détienne que 7% de Samsung C et T, il lance une véritable offensive pour bloquer la fusion. On parle de poursuite judiciaire. Publication de lettres ouvertes, mobilisation des investisseurs mondiaux pour arrêter l'accord. Ce n'est pas seulement une révolte d'actionnaires, c'est une invasion étrangère, du moins c'est ainsi que Samsung la présente. Et Samsung riposte. Il publie un dessin animé en ligne, Paul Singer représenté comme un vautour griffant le drapeau national. À ce stade, le vote des actionnaires devient un spectacle national. Maintenant, le fonds spéculatif américain Elliott Associates, qui est le troisième plus grand actionnaire de Samsung Shale Industries, fait tout son possible pour bloquer la fusion proposée par l'entreprise. Elliott juge les conditions de la fusion totalement injustes. Mais Singer ne bronche pas. Juillet 2015, le vote est adopté. Elliott perd. Samsung remporte le vote. De justesse. Uniquement parce que le Service national des pensions, géré par l'État coréen, soutient la fusion. Affaire classée? Pas tout à fait. L'interrogatoire de l'ancien président par les procureurs s'est achevé mardi à 23h40, environ 14h, après son début au bureau du procureur du district central de Séoul. Park est accusé d'avoir détourné des millions de dollars de grandes entreprises vers des organisations fondées par sa proche amie Choi Soon-sil. Des mois après, la vraie histoire sort. Samsung a secrètement fait pression sur le bureau de la présidente pour influencer le NPS. En échange, l'entreprise a versé des dizaines de millions à une proche confidente de la présidente coréenne. Ce qui a commencé comme une fusion d'entreprises s'est terminé par un effondrement politique. La présidente destituée, l'héritier de Samsung inculpé, la corruption exposée au plus haut niveau, et maintenant Paul Singer veut se venger. Des années plus tard, Elliott poursuit la Corée du Sud en arbitrage international et remporte 108,5 millions de dollars de dommages et intérêts. Un fonds spéculatif, armé de 7% et d'une ténacité de pitbull, vient de faire tomber une présidence. C'est la méthode Singer. Elliott n'est pas qu'un fonds spéculatif, c'est aussi une machine de guerre juridique. 40 milliards de dollars d'actifs, pression sur les actionnaires, guerre juridique, et bien sûr, il ne faut pas oublier les détectives privés. Son prochain coup n'aura pas lieu au tribunal, mais dans l'ombre. Imaginez que vous êtes un président-directeur général. Vous avez passé toute la nuit à vous préparer pour une réunion importante du conseil d'administration. Vous connaissez vos chiffres, votre présentation, vos contre-arguments, mais rien de tout cela n'a d'importance. Car une fois la réunion commencée, il ne s'agit plus des finances de votre entreprise. Il s'agit de vos anciens messages privés avec votre ex-femme, de remarques osées dans le groupe de discussion entre garçons, ou même de photos nues imprimées, cette chose que vous pensiez que personne ne connaissait. C'est sûrement ce que Jonathan Bush a dû ressentir. Elliott a effectivement l'habitude d'utiliser des détectives privés. Certains de leurs investisseurs se rendent à des réunions avec des dirigeants avec un épais dossier rempli d'histoires et d'articles, en gros des munitions qu'ils peuvent feuilleter et dire « Voilà toutes les mauvaises choses que vous avez faites et nous allons les rendre publiques si vous ne nous écoutez pas. » En 2017, Jonathan Bush dirige Athena Health, une entreprise de santé valant $1 milliard. Il l'a fondée en 1997
et il est devenu une étoile montante de la médecine numérique. Ce n'est pas juste son entreprise, c'est son héritage. Paul Singer arrive ensuite, Elliott Management annonce détenir une participation dans l'entreprise et veut, comme toujours, maximiser ses profits à tout prix. Pour cela, Elliott Management veut séparer le père de son bébé. Ils veulent que Bush vende Athena Health à une société de capital investissement et la pression commence immédiatement. Mais Bush résiste. Fondateur de l'entreprise, il refuse qu'on lui dicte quoi faire avec sa société. Mais ensuite, soudainement, il n'a pas d'autre choix que d'écouter. Son passé le rattrape. La révélation cette semaine que le président directeur général d'Athena Health a agressé son ex-femme lors d'un divorce il y a 14 ans a soulevé des questions sur la façon dont l'entreprise gère cet incident. Les agressions comprenaient le fait de la traiter de prostituée tout en la poussant contre un mur et en frappant à plusieurs reprises son sternum avec le poing fermé, à quelques centimètres de leur bébé. Bush s'excuse et son ex-femme prend même sa défense, mais seulement quelques jours après cette révélation, le prochain coup tombe. Le journal britannique Daily Mail publie un autre article à son sujet. La présidente directeur générale d'Athena Health et cousine de George W. Bush est filmée en train de décrire les choses inappropriées qu'elle souhaite faire à une employée. Tout est tombé d'un coup, comme si quelqu'un attendait le bon moment pour appuyer sur la gâchette. Des questions subsistent sur la source de ces informations et leur divulgation, si l'on peut dire ainsi. Le journaliste ne dit pas ce que tout le monde à Wall Street pense. Et Bush lui-même sait exactement d'où vient l'attaque. Oh, tu penses que tu as été attaqué personnellement? Oh! Ouais, je pense que oui. Je veux dire, ouais, j'ai découvert... Je ne savais même pas ce qu'était le London Daily Mail non plus. Je ne savais pas qui était Elliott et je ne savais pas ce qu'était le London Daily Mail jusqu'à ce que je me retrouve en couverture, accusé d'avoir battu ma femme. Donc oui, c'était un programme profondément personnel qui a très bien marché pour eux et ni moi ni mon conseil d'administration n'étions préparés à gérer ça. La pression monte et en seulement 11 jours, Bush est dehors, expulsé de l'entreprise qu'il a lui-même fondée. Pas de procès, pas de vote du conseil, juste un effondrement. Elliott obtient ce qu'il était venu chercher. Athena Health est racheté pour 5,7 milliards de dollars par Veritas Capital et Evergreen Coast Capital, une filiale d'Elliott. Et comme toujours, il ne laisse aucune trace. Officiellement, Elliott nie avoir orchestré la campagne de diffamation. Les fonds spéculatifs, en particulier les fonds spéculatifs activistes, sont de grands utilisateurs de services de détectives privés. Parfois, il s'agit simplement de payer un enquêteur pour passer au crible des informations publiques, mais d'autres fois, on engage d'anciens agents de la CIA, des gars du Military Intelligence, SIS ou d'anciens membres du Mossad. Les fonds spéculatifs engagent des experts en tactique de renseignement pour remporter une offre publique d'achat hostile dans le monde de l'entreprise. C'est fou en fait. Alors, Elliott était-il vraiment derrière la chute de Jonathan Bush? Les initiés pensent pas que Paul Singer était derrière tout ça, ou presque. Personne ne peut l'affirmer avec certitude, mais rien que la rumeur qu'un fonds spéculatif puisse déployer des agents de renseignement suffit à faire taire toute opposition. Et c'est bien là le but. Lorsqu'on lui pose la question, Elliott répond qu'il vérifie tous les enquêteurs tiers. Ce qui signifie qu'ils ne l'ont pas toujours fait. Chez Elliott, le silence est la norme. Les employés ont strictement l'interdiction d'avoir des comptes privés sur les réseaux sociaux. Et Singer, lui, ne commande jamais, ne tweete jamais, n'explique jamais. Le sale boulot est fait par d'autres. Il reste dans l'ombre mais approuve tout. Et Paul Singer est prêt à approuver des choses que personne d'autre n'oserait toucher. Un avocat qui a représenté Elliott m'a dit « Pour bien faire de l'activisme, il faut être intelligent, persévérant et prêt à tout. » Et tout le monde n'est pas prêt à jouer le méchant. Alors Elliott est prêt à être ce méchant. Ils sont prêts à franchir des limites et à dépasser des frontières que d'autres n'oseraient pas franchir. Ce qui rend Singer si efficace, ce n'est pas seulement son appétit pour la pression, c'est aussi sa maîtrise du règlement. Il connaît la loi sur la faillite aussi bien que les forces spéciales connaissent les explosifs. Chaque faille, chaque stratégie de dépôt,
chaque tribunal où le retard se transforme en levier, il l'a déjà anticipé. Qu'il s'agisse d'affronter des ouvriers d'usine mourants, de faire tomber des présidents-directeurs généraux ou d'utiliser prétendument d'anciens espions, dans un drame d'entreprise, tout découle du même ensemble de compétences. Et dans des pays comme le Royaume-Uni, certaines de ces tactiques sont carrément illégales. Pour la personne moyenne, c'est horrifiant. Pour les mégalomanes psychopathes, c'est tout simplement un modèle à suivre. Mais rien de tout cela n'est ce qui a réellement rendu Paul Singer célèbre comme une rockstar à Washington et à Wall Street. Vous vous souvenez du navire de guerre au début, du capitaine qui refusait de partir ? L'histoire ne fait que commencer et Paul Singer s'apprête à dévoiler toute sa stratégie au monde. Parce que lorsque des pays s'effondrent, lorsque leurs dirigeants sont désespérés, lorsque leur peuple appelle à l'aide, exactement, c'est à ce moment-là que Paul Singer frappe avec une ténacité sans précédent. Pas avec des chars, pas avec des menaces, mais avec des revendications, des procès, des saisies. Tout son arsenal pour forcer les tribunaux à statuer en sa faveur. C'est ce qui l'a rendu riche et c'est ce qui a fait de lui l'investisseur le plus puissant et sans doute le plus détesté au monde. Je pense que ce serait un bon exemple de ténacité, parce que c'était un combat fou. Je doute que quelqu'un ait déjà vu ça. Le face-à-face financier le plus fou que le monde ait jamais vu est sur le point de commencer. On l'appelle le vautour, pas seulement en Argentine, mais aussi par ses amis dans le secteur bancaire. Elliot incarne le côté hideux de l'Amérique. On l'appelle vautour, mais que signifie vraiment ce terme ? Il est connu sous le nom de vautour, je pense parce que c'est moi qui lui ai donné ce nom. Et pourquoi Paul Singer est-il le roi de tous ? Alors que la légende de l'investissement Buffett lit des bilans ou que le magnate de l'immobilier Sam Zell parcourt les annonces, Singer n'attend pas la bonne action ni la bonne propriété, mais l'effondrement idéal. Il ne bat pas les marchés, il construit des pièges juridiques puis attend que des nations entières y tombent. Ou, comme le dit un expert, son approche est la perversion du droit international en action. Pendant que les gouvernements s'efforcent de nourrir leur population, Singer les poursuit en justice. Car le véritable secret de Paul Singer n'est pas ce qu'il a acheté, mais la façon dont il a transformé le système juridique en une machine à imprimer de l'argent. Et ne vous y trompez pas, il ne s'est pas contenté d'utiliser la machine, il l'a construite. Nous verrons bientôt comment il a fait. Voyons d'abord la stratégie qui lui a valu le titre de Seigneur Vautour. Les pays doivent emprunter de l'argent pour survivre, tout comme vous savez. Vous devez enfin, un enfant n'emprunte pas vraiment d'argent, mais vos parents empruntent de l'argent pour acheter une maison. Et s'ils ont des problèmes, alors quelqu'un peut venir et reprendre cette dette à un coût très bas et les obliger à rembourser alors qu'ils ne le peuvent pas. Les pays empruntent, comme les familles empruntent des prêts hypothécaires. C'est ainsi qu'ils bâtissent des hôpitaux, stabilisent l'économie ou gardent les lumières allumées. Mais parfois, tout dérape. Un krach financier, une crise politique, une récession mondiale. Ces pays ne remboursent pas des milliards de dettes. Mais les nations ne peuvent pas faire faillite comme les particuliers en Amérique ou ailleurs où l'on dépose le bilan et réorganise les dettes. C'est donc généralement un système informel. Et c'est à ce moment-là que les vautours descendent. La plupart des créanciers négocient, ils acceptent, mieux et moins, sachant qu'une nation en difficulté ne peut pas payer en totalité. Mais Paul Singer ne transige pas. Au lieu de cela, il attend ce moment de faiblesse, ses fonds restent immobiles jusqu'à ce que les obligations ne valent plus rien. Il les rachète, puis il poursuit pour le montant total, pas seulement ce qui était dû, mais la somme entière gonflée. Le solde restant, les intérêts, les pénalités, des années de frais juridiques. Le montant total atteint parfois peut-être 100 fois ce que vous avez investi, et c'est toujours, par définition, que vous attaquez les entreprises, les personnes et les nations les plus pauvres et les plus sans défense.
C'est comme acheter une maison saisie à 50 000 $ et poursuivre la famille désespérée pour 200 000 $, puis repartir victorieux. Cela semble injuste, mais le pire, c'est que les tribunaux américains le lui permettent. Une stratégie impitoyable fondée sur des avocats d'élite, des ressources financières illimitées et aucune conscience. Dans les années 1990, la République démocratique du Congo a été ravagée par une épidémie de choléra, une maladie hydrique qui tuait en silence, mais qui est entièrement évitable avec de l'eau propre et des médicaments de base. L'aide internationale des États-Unis et de l'Europe était censée aider à stopper la propagation et à sauver des vies, mais au lieu de cela, cet argent destiné à mettre fin à l'épidémie a fini entre les mains de Paul Singer, non pas parce qu'il l'a volé, mais parce qu'il a fait quelque chose d'inédit jusque-là. Paul Singer avait acheté la dette de la République du Congo, qui était en pleine guerre civile et frappée par une épidémie de choléra. Il a acheté une vieille dette pour 10 millions de $, puis il s'est retourné et a poursuivi le Congo en justice et a obtenu gain de cause, car il n'avait aucun moyen de se défendre en pleine guerre civile. En d'autres termes, Singer a légalement intercepté les fonds. Et c'est pourquoi, l'un des responsables des Nations Unies m'a dit que son activité, c'est de tuer des bébés. Avant de devenir le seigneur vautour, Paul Singer n'était qu'un autre gestionnaire de fonds spéculatifs à New York. Mais en 1996, tout a changé. Singer a repéré l'opportunité au Pérou. Donc, après son coup sur l'amiante, Singer a engagé un avocat qui a dit « Écoutez, la nation du Pérou était en grande difficulté financière il y a quelques décennies et ils vont retrouver ces vieilles obligations dont certaines traînaient dans un coffre de banque depuis 20 ans. » Le pays est en détresse financière, sa dette se négocie pour une bouchée de pain, alors Elliott Management en achète une part et fait ce que presque personne n'avait fait auparavant. Il poursuit une nation souveraine devant un tribunal américain et gagne. Cette affaire unique crée un précédent. L'immunité souveraine, autrefois un bouclier pour les gouvernements, présente soudainement des failles. Un fonds spéculatif poursuit un pays en justice et gagne des millions. Il agit comme un huissier, comme aux États-Unis. Si vous ne payez pas votre voiture, quelqu'un la récupère pour la rendre à la banque. Donc c'est comme un huissier international. Wall Street observe et apprend. Singer a une nouvelle arme, le système judiciaire américain. Et le monde avait un nouveau nom pour cela. Le terme « fonds vautour » entre dans le lexique inventé par les initiés eux-mêmes, un clin d'œil à ceux qui profitent des carcasses, tournant en rond jusqu'à l'effondrement, puis fondant pour se régaler. Ce qu'il fait, c'est qu'il s'en prend aux faibles, c'est pour ça qu'on l'appelle un vautour. Il regarde les nations mourir, puis il fond sur elles et encaisse. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il fait ça encore et encore depuis des années, et ça a fait de lui un multimilliardaire. Au début des années 2000, c'est une grenade politique. Les pop stars le condamnent, la Banque mondiale met en garde, cela menace l'allègement de la dette. Même le secrétaire au Trésor américain, Henry Paulson, témoigne « Je déplore ce que font les fonds vautours ». Mais pour Singer, c'est un modèle économique et le Pérou n'est que sa première proie. Dans les années qui suivent, Singer affine sa méthode et façonne le système pour qu'il lui convienne. Au début, il se cache derrière des sociétés écrans, laissant des filiales mener la guerre juridique en silence. Mais une fois que les jugements lui sont favorables, Singer sort de l'ombre. Désormais, Elliott Management attaque ouvertement, fièrement, donnant l'exemple. D'autres fonds spéculatifs suivent rapidement. Singer ne se contente pas d'utiliser les failles, il les crée. Donc, les actions de Singer étaient à un moment donné illégales. Cela s'appelle, c'est une vieille loi anglaise appelée Champerty. Vous ne pouvez pas acheter une entreprise ou des obligations d'un pays dans l'idée de poursuivre en justice. On n'achète pas pour poursuivre, c'était, encore une fois, contraire à la loi. Cependant, ce Paul Singer ne se préoccupe pas des lois britanniques vieilles de plusieurs siècles. Mais il a fait changer les lois dans l'État de New York, là où il est basé, pour que ce qui était illégal ne le soit plus.
J'ai parlé à des avocats de grands cabinets qui ont essayé de l'arrêter au nom de ses gouvernements victimes, et ils ont tenté de porter plainte contre Singer et ses collaborateurs. En vertu de cette règle de Champerty. Mais Singer n'est pas un débutant et il sait exactement comment gérer l'opposition. Mais c'est Singer qui avait une influence politique énorme et qui a pu, en gros, renverser la loi. Cela l'a donc laissé comme le seul vautour, le seul oiseau, le seul prédateur pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il soit malheureusement imité par d'autres aspirants milliardaires. Les fonds spéculatifs comme le sien peuvent désormais racheter librement des dettes en difficulté et poursuivre leurs cibles sans relâche. Il a aussi proposé de modifier légèrement le calcul des intérêts sur la dette. Un détail que la plupart ignoreraient. Mais cela fait une grande différence, triplant son salaire les jours de procès. Quelques mois après l'adoption de cette loi, il fait un don au politicien qui l'a soutenu. Le Royaume-Uni réagit et, en 2010, interdit complètement les procès vautours contre les pays les plus pauvres. Gardez à l'esprit que certaines des actions de Singer ont, et bien, certainement selon les Nations Unies, selon la Banque mondiale, qui n'est pas l'organisation la plus progressiste, Les attaques de Singer sont inadmissibles et devraient être arrêtées. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un reportage pour la télévision British Broadcasting Corporation et, dès le lendemain matin, le Parlement britannique a adopté une loi disant que vous ne pouvez pas utiliser les tribunaux britanniques pour récupérer de l'argent auprès de ces nations en guerre civile ou en pleine épidémie. En Amérique, la machine tourne toujours. À la fin de la vidéo, vous saurez pourquoi. Des personnes comme Paul Singer influencent fortement notre politique. Pour l'instant, cependant, le milliardaire new-yorkais Paul Singer est l'ennemi public numéro 1 de l'Argentine. La question est, comment a-t-il obtenu ce titre? La réponse nous ramène finalement à un endroit familier. En 2001, l'Argentine s'effondre. Il y a seulement quelques décennies, c'était l'une des nations les plus riches. Mais aujourd'hui, leur économie et leur monnaie s'effondrent. Les familles de la classe moyenne perdent leurs économies du jour au lendemain. Des émeutes éclatant dans tout le pays et l'homme à la tête du pays s'enfuit en hélicoptère. C'est la situation idéale pour que les vautours rôdent. En 2001, l'Argentine a établi un record en faisant défaut sur 95 milliards de dollars de prêts. Leur économie s'est effondrée et des capitalistes comme Paul Singer ont racheté des dettes presque sans valeur après le défaut, puis attendu qu'elles reprennent de la valeur pour exiger un remboursement intégral. C'est le plus grand défaut souverain de l'histoire. La plupart des créanciers de l'Argentine, fonds de pension, banques, investisseurs privés, acceptent la douloureuse réalité. Ils acceptent de restructurer, subissant des pertes allant jusqu'à 70%, juste pour maintenir le pays à flot. Mais pas Paul Singer. L'Argentine a fait défaut, son peuple est dans la pauvreté. Il faut comprendre que les gens mangeaient dans les poubelles en Argentine. Ils étaient complètement ruinés. Mais Paul Singer débute à peine. Tandis que l'Argentine demande de la clémence, le fonds spéculatif de Singer Elliott Management agit via NML Capital, une société écran. Il rachète les obligations en défaut du pays, une dette quasi sans valeur. Et Paul Singer a racheté une vieille dette de la nation argentine pour seulement 50 millions de dollars. Paul Singer ne veut pas seulement une part, il veut tout le gâteau. Il s'est alors retourné et a poursuivi la nation argentine pour 4,5 milliards de dollars. Ce qui débute ici dépasse un simple différend sur la dette. C'est le début de la chasse financière la plus agressive jamais vue. Durant la décennie suivante, Paul Singer fait des litiges une guerre, usant de sociétés écrans et d'avocats d'élite.
Son fonds spéculatif poursuit partout dans le monde, traquant tout actif argentin de valeur. Il a essayé de saisir les réserves de la Banque centrale, une partie des actifs des fonds de pension. Il a aussi ciblé les sites de lancement de SpaceX, tout cela dans le but de se faire rembourser. Aucune mesure n'est exclue. La plus célèbre a eu lieu en 2012, lorsqu'il a essayé de saisir des navires de guerre argentins qui étaient là pour une session d'entraînement au Ghana. En 2012, les avocats de Singer trouvent une clause enfouie dans les anciens contrats d'obligation de l'Argentine. Ce ne sont que 2 mots latins, pari passu. Ils soutiennent que si l'Argentine paie les 93% des détenteurs d'obligations qui ont accepté une décote, alors elle ne peut pas ignorer les 7% qui ne l'ont pas fait, y compris Singer. L'Argentine ne peut payer personne à moins de céder aussi à lui. Il a agi ainsi, ce que le gouvernement argentin et le Trésor américain qualifient d'extorsion. Il dit « Si vous ne me payez pas, j'empêcherai votre pays d'emprunter et l'étoufferai ». La décision met l'Argentine dans une prise d'étranglement, et Singer est celui qui sert. Les critiques appellent en cela du chantage économique. C'est essentiellement un pirate corsaire. Mais du point de vue de Singer, l'histoire est plus simple. Ils soutiennent que l'Argentine a eu des années pour s'engager, mais a refusé. Ils n'ont jamais proposé d'accord, ils ne se sont jamais assis avec nous. Ils étaient un exemple de pure obstination, d'arrogance et de sentiment de supériorité. Même le Fonds monétaire international et des économistes reconnus tirent la sonnette d'alarme. Ils préviennent que céder à Singer pourrait nuire aux futures restructurations de dette mondiale. Ils refusent obstinément de négocier avec Singer. Fin 2012, Paul Singer a fait ce qu'aucun fonds spéculatif n'avait osé auparavant. Il n'a pas seulement poursuivi un pays en justice, il l'a acculé. Et le pire est encore à venir. En juin 2012, l'Argentine envoie l'un de ses symboles les plus fiers, l'Armada de la República Argentina La Libertad, un grand voilier, l'un des plus rapides et des plus grands de son genre dans l'hémisphère sud. À bord, près de 200 personnes, marins, officiers, élèves marins à quelques semaines de leur diplôme. Un voyage paisible destiné à honorer la prochaine génération de militaires argentins. Cette tradition n'était pas destinée à faire la une. Mais le 3 octobre, oui. La Libertad arrive au port de Tema, au Ghana. C'est une escale de routine. Jusqu'à ce qu'un tribunal local émette une ordonnance. Le navire ne peut pas partir. Derrière tout ça, Paul Singer. Le fonds Elliott Management affirme que l'Argentine lui doit des millions. Voici comment il veut récupérer son argent. Cela n'a jamais été fait. Personne ne saisit un navire militaire à cause d'un différend financier. Au Ghana, pays au système juridique solide, supérieur à l'Inde et au Brésil, Singer fait appliquer la décision. L'Argentine refuse de payer, le navire reste donc bloqué. Pas seulement pendant quelques heures, mais pendant des semaines, environ 200 Argentins sont essentiellement pris en otage. Vous savez, si vous faites ça, ou si je fais ça, c'est considéré comme un acte de guerre, considéré comme un acte de piraterie. Puis vient le moment. Les autorités ghanéennes tentent de déplacer le navire vers un autre quai. Mais les marins argentins refusent. Armes dégainées, ils sont prêts à défendre leur position. La crise est sur le point d'exploser en une confrontation entre deux nations. Tout cela à cause des ambitions d'un seul milliardaire, avec une équipe juridique et une rancune. Finalement, la diplomatie l'emporte. L'Organisation des Nations Unies intervient et le tribunal du droit de la mer rend sa décision. La Libertad est un navire militaire, donc immunisé contre la saisie. Il doit être libéré. Elliott ne reçoit pas l'argent. Pas $1, pas encore. À la place, l'Argentine célèbre le retour du navire avec un accueil de héros. Parce qu'elle le doit. La vérité, c'est que l'Argentine vient d'être publiquement humiliée. Paul Singer n'a jamais eu besoin de gagner. Il avait juste besoin de faire passer un message. Il a montré au monde entier qu'aucun bien gouvernemental, pas même un navire de guerre, n'est hors de sa portée.
Il ne s'agissait pas que de l'Argentine, mais de ce que Paul Singer est prêt à faire partout. Le message a été compris. Après l'incident du navire de guerre, l'Argentine réagit. Elle refuse de céder à Paul Singer, refuse de trouver un accord, refuse de payer, et pour ce choix, le pays est totalement exclu des marchés mondiaux. À cause des victoires judiciaires de Paul Singer, l'Argentine ne peut pas emprunter, pas auprès de ceux qui comptent. À partir de 2012, pour rester à flot, le gouvernement commence à imprimer de l'argent, beaucoup d'argent. Au départ, cela paraît une solution, mais ensuite, l'inflation explose. Les prix doublent. En 2015, l'Argentine a l'un des pires taux d'inflation de la planète, juste derrière le Venezuela. Tandis que les économies des familles de la classe moyenne disparaissent et que les usines licencient, les travailleurs sociaux signalent une réalité plus sombre. Dans les quartiers les plus pauvres, les taux de suicide augmentent, discrètement mais régulièrement. La majorité ignore le nom de Paul Singer. Ils ignorent les procès et les milliardaires à New York. Cependant, sa campagne de pression impacte toujours leur vie. La présidente argentine Cristina Kirchner appelle cela de l'impérialisme. La patrie contre les vautours, déclare-t-elle. Mais derrière les slogans, ce sont les gens qui paient le prix. L'Argentine a trouvé un accord pour payer les fonds spéculatifs américains qui cherchent à profiter de sa crise économique depuis 14 ans. Après la crise financière de l'Argentine, des fonds spéculatifs ont acheté sa dette à bas prix et exigé un remboursement total. Cristina Fernández de Kirchner, ex-présidente argentine, avait refusé de payer ces entreprises, les appelant fonds vautours. Sous le président de droite Mauricio Macri, l'Argentine a accepté de verser 4,65 milliards de dollars à 4 fonds spéculatifs, dont Elliott Management de Paul Singer. En 2015, l'impasse n'est plus tenable. Un nouveau président est élu, Mauricio Macri, un candidat soutenu par Paul Singer. Sa promesse est simple. Remettre de l'ordre et réintégrer le monde. Et au début de 2016, l'Argentine accepte de payer. L'accord total s'élève à 4,65 milliards de dollars. Paul Singer, 2,4 milliards de dollars. Son investissement initial, un peu plus de 100 millions de dollars. Le rendement, presque 20 fois plus que ça, et ça avant les intérêts. Après avoir remboursé sa dette, l'Argentine retrouve l'accès aux marchés internationaux. Wall Street applaudit, le crédit circule à nouveau, et Paul Singer. Il a mené la croisade financière la plus agressive de l'histoire moderne et obtenu la rançon la plus élevée du monde des fonds spéculatifs. Mais alors que le monde suivait cette bataille très médiatisée, quelque chose de plus important se passait discrètement aux États-Unis, car partout où Paul Singer s'implique, le schéma se répète. S'il estime qu'un dirigeant ne devrait pas être en place, qu'il le fasse directement ou non, il a montré qu'il était capable d'évincer aussi bien des dirigeants d'entreprise que des chefs d'État. Et il est de loin le seul investisseur capable de faire cela. C'est un homme qui peut faire pencher la balance. Pour Paul Singer, ces tactiques ont un aspect noble. Les critiques ont jugé immoral que Paul Singer attaque un pays faible. Après le défaut de paiement de 2000, la moitié de la population était pauvre. Mais Paul Singer pensait différemment et accusait les responsables corrompus. Il utilise des journalistes et des organisations non gouvernementales pour attaquer les dirigeants de ces pays en les traitant de corrompus. Et d'ailleurs, il a souvent tout à fait raison de dire qu'ils sont corrompus. Si ces nations sont corrompues, leurs peuples en sont les victimes, pas des milliardaires comme Paul Singer qui n'en est pas une. Mais il utilise, c'est une astuce brillante de dire que ces nations sont corrompues, donc tu ne peux pas défendre le fait qu'elles refusent de payer leurs dettes, et donc encore une fois, il fait semblant de rendre un grand service au monde. Je dénonce la corruption, alors donnez-moi l'argent qu'ils ont volé. Tu sais, ça n'a peut-être aucun sens pour toi et moi, mais c'est un argument qui a été très efficace. Il défend ardemment la transparence gouvernementale, surtout à l'étranger.
Parce qu'aux États-Unis, ses propres opérations politiques sont tout sauf transparentes. Restant presque invisible au public, il est discrètement devenu l'une des figures politiques américaines les plus influentes. Paul Singer est devenu le donateur numéro 1 du Parti républicain à New York. Le dernier chapitre de cette histoire n'est pas sur l'Argentine. Il s'agit de l'Amérique. Le membre du cabinet de l'administration Obama, chargé du sauvetage de l'industrie automobile, a qualifié les actions de Singer d'extorsion envers le gouvernement américain. C'est difficile, mais Singer y est parvenu. Paul Singer est probablement apparu sur mon radar il y a peut-être une dizaine d'années, lorsque j'ai appris qu'il finançait en grande partie certains des think tanks qui avaient joué un rôle vraiment énorme dans la poussée des États-Unis vers l'invasion de l'Irak. Paul Singer a assez de pouvoir financier pour entraîner un pays dans la guerre. Et il fait cela en finançant des think tanks. Nous expliquerons cela dans un instant. Tandis que le monde observait Paul Singer contre l'Argentine, il bâtissait en silence quelque chose de plus grand et dangereux chez lui. Un empire national destiné à façonner politique, droit et culture. Et le cœur de cette machine, les groupes de réflexion. Mais que sont vraiment les groupes de réflexion et pourquoi sont-ils si puissants? Les groupes de réflexion produisent des idées politiques sans se présenter aux élections ni organiser de rassemblements. À la place, ils font un travail discret, ils rédigent des rapports, élaborent des arguments juridiques, forment des experts en politique publique. Ils créent les idées, puis les transmettent aux politiciens, aux juges et aux médias. Et c'est là que Singer s'est placé, en plein milieu de la toile politique, pour faire pression en faveur de ce qu'il estime juste. Il s'intéresse à un autre aspect parfois marginal du Parti républicain, à savoir la promotion d'une politique étrangère très agressive, le type de politique étrangère contre laquelle, franchement, Donald Trump s'est essentiellement présenté et qui a conduit à l'invasion de l'Irak. Singer n'a pas seulement fait des dons, il a aussi dirigé le Manhattan Institute, un think tank conservateur prônant des idées pro-entreprise, répressives contre la criminalité et anti-réglementation. Leurs rapports influencent les décisions des tribunaux. Leurs chercheurs témoignent au Congrès. Leurs tribunes influencent les actualités. Il est le principal bailleur de fonds, voire le fondateur, du Manhattan Institute, qui a fortement influencé le droit américain, tant dans les tribunaux qu'au Congrès. Son influence dépasse la politique étrangère. Ses opinions reflètent celles d'un autre réseau puissant évoqué sur cette chaîne, les frères Koch. Les deux fonctionnent selon la même formule, moins d'impôts, moins de règles. Profit maximum. Pour développer cette stratégie en 2014, Singer a aidé à lancer l'American Opportunity Alliance, une sorte de sommet d'élite des donateurs où les plus riches bailleurs de fonds républicains coordonnent leur stratégie. Ils cherchent absolument à influencer et au final à tenter de s'approprier ce domaine d'idées ou le débat politique autour de questions spécifiques. Mais cela va bien plus loin. Il s'agit de financer certains politiciens et les experts qui les conseillent. Lorsque vous commencez à gratter la surface, vous vous rendez compte que ces organisations partagent beaucoup des mêmes bailleurs de fonds et que ces bailleurs de fonds financent beaucoup des mêmes politiciens. Donc ces bailleurs de fonds contrôlent maintenant à la fois les voix des soi-disant experts qui conseillent les politiciens, lesquels sont aussi financés par les mêmes personnes. Et maintenant, vous avez créé une boucle de rétroaction fermée plutôt efficace. Les mêmes donateurs financent les groupes de réflexion, les médias et les politiciens. Le résultat, un cercle fermé d'influence. Ce que le public perçoit comme un débat spontané ressemble peut-être davantage à un scénario, mais financé par le même chéquier. Paul Singer ne finance pas seulement le changement politique. Il élabore les plans, forme les messagers et indique aux autres milliardaires où signer. Il a beaucoup de pouvoir parce que c'est un multimilliardaire qui influence les autres milliardaires. C'est le chef de file, c'est lui qui leur dit où dépenser leur argent. Et
tout comme dans les salles de conseil d'administration, Singer n'a jamais besoin d'être sous les projecteurs. Pas de mandat électif, pas de conférence de presse. Juste une influence discrète et feutrée. J'ai fait ce reportage sur la façon dont cet argent, en partie, est arrivé secrètement à Mitt Romney, ce candidat à la présidence, et Barack Obama a même mentionné mon enquête lors des débats avec Romney, mais il n'y a eu aucun reportage à ce sujet, même si Barack Obama avait parlé de mon histoire. Et puis le chef du syndicat United Auto Workers a contacté l'Associated Press, qui fait office d'arbitre de ce qui est une information en Amérique. Vous n'entrez pas dans un journal aux États-Unis à moins que cela n'ait été essentiellement approuvé et diffusé par l'Associated Press. Il dit, eh bien, qu'est-il arrivé à l'histoire de Greg Palast sur Paul Singer? Et le vautour a frappé. Le journaliste de l'Associated Press a dit au chef du syndicat que, pour la première fois en 30 ans de carrière, on lui a dit de ne pas toucher à cette histoire. Nous ne pouvons pas publier cette histoire. Donc, mon article a été censuré à l'échelle nationale. Il influence secrètement le résultat, tel un marionnettiste en coulisses. Tu dois comprendre, Paul Singer s'est opposé à Donald Trump. Il avait peur que Trump entraîne l'Amérique dans une récession. Mais ensuite, peu de temps après que Trump soit entré en fonction, il a dit à la presse, « Vous savez qui m'attend dans le bureau ovale? Paul Singer. » Et donc Trump, qui est probablement l'homme le plus égocentrique et narcissique de la planète, a été impressionné que Paul Singer vienne le voir. Imaginez ça. Le président se demande, « Tu sais qui vient me voir ?» Comme si une star de cinéma arrivait. Ça montre à quel point ce type est puissant quand les présidents se disent « Wow, Paul Singer va me parler !» Lorsque le Congrès a voté d'importantes baisses d'impôts pour les entreprises en 2017, l'influence de Paul Singer était visible. Quand les progressistes ont proposé un impôt sur la fortune, les groupes de réflexion de Paul Singer ont aidé à bloquer son avancée devant les tribunaux. Mais tout ce que finance Paul Singer ne correspond pas forcément au même modèle. Il est souvent salué par des activistes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer comme un allié rare chez les donateurs républicains. Pour les droits des homosexuels, mon fils cadet m'a révélé son homosexualité en 1998 à 21 ans. Et peu de temps après quelques brèves discussions, je me suis beaucoup intéressé à devenir un donateur pour des groupes de défense des droits des homosexuels, à aider dans ce domaine. L'aboutissement de cela a été un projet très stratégique et bien mené, un partenariat avec le gouverneur de New York, avec nous et nos amis démocrates, pour rendre le mariage homosexuel légal à New York, ce qui nécessitait l'aide des sénateurs républicains de l'État, et nous y avons participé. Il a également soutenu les efforts républicains pour promouvoir les femmes dans des postes de direction. Certains appellent cela de la sincérité, d'autres y voient une stratégie. C'est quelqu'un qui essaie aussi de se présenter comme une personne modérée. Il fait sa propre promotion sur des sujets comme les droits des homosexuels et l'avancement des femmes au sein du Parti républicain. Ce qui n'est pas sujet à débat, c'est son invisibilité. Quand on est une militante prête à aller aussi loin qu'Elliott, on ne vit pas dans une maison de verre. Tu ne laisses aucune chance qu'on t'attaque. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne veut pas que tu saches qui il est. Et oui, je veux dire, quand tu es aussi puissante et que tu utilises ton argent de manière controversée, d'une façon que beaucoup de gens n'approuveraient peut-être pas, tu vas forcément garder, tu sais, un profil plutôt bas. Je pense qu'il y a probablement beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas. Il est très doué pour empêcher les histoires de sortir, pour les enterrer. Mais voici ce que nous savons. Paul Singer a utilisé l'art de la guerre juridique pour écraser des entreprises, le levier financier pour piéger des nations et ses réseaux pour influer sur la démocratie américaine. Paul Singer a été surpris en train d'offrir des vacances gratuites en Alaska, des vacances coûteuses avec des jets privés et des avions privés à l'un des juges de la Cour suprême des États-Unis, Samuel Alito.
Donc ce type agissait en gros, et c'est absolument contraire à l'éthique, voire illégal. Il s'est bâti une réputation par des victoires brutales, et pour les investisseurs, seuls ses rendements très élevés comptent. Je ne pense même pas que cela le dérange d'être traité de pirate ou de vautour, parce que cela lui attire tous ces autres investisseurs qui pensent qu'ils feraient des choses qu'eux n'oseraient pas faire, mais qui n'ont aucun problème à encaisser l'argent. Lorsqu'Elliott ouvre à de nouveaux clients, les ultra-riches affluent en masse et les places sont pourvues en l'espace d'1 heure. Ils ne voient pas les détectives traquer les présidents directeurs généraux. Ils ignorent les retraites ruinées et les licenciements massifs. Ou alors ils voient exactement ça et se disent « Peu importe, Singer protégera mon capital ». Du moins, c'est pour cela que Singer lui-même veut être reconnu. Il a essayé de faire une différence. Il a protégé le capital de beaucoup de gens pendant une longue période. Même ses plus féroces détracteurs l'admettraient probablement à son sujet. Mais Paul Singer n'est pas seul. D'autres milliardaires ont suivi son modèle. La question est de savoir combien d'empires invisibles façonnent notre monde aujourd'hui sans que nous nous en rendions compte. Mais il y a une raison pour laquelle le groupe de réflexion de Paul Singer s'en est pris au droit de vote. Parce qu'ils savent que la dernière défense que l'Amérique a contre des prédateurs comme lui, c'est notre vote. Nous avons plus de votes qu'ils n'ont d'argent. Et donc, la démocratie est la réponse. Et c'est pourquoi, mes chers compatriotes, ne tenez pas cette démocratie et votre droit de vote pour acquis, parce que ces milliardaires veulent vous enlever ce droit. Si vous avez aimé cette vidéo, il y a de fortes chances que vous apprécierez aussi notre vidéo sur un autre empire très controversé.